Nous allons présenter votre ouvrage Une enfance entre guerre et paix aux éditions du Net. Et j'aimerais vous demander à quand remonte l'envie de restituer et de partager quelque part vos souvenirs d'enfance. Et en plus, je voudrais souligner que vous avez quand même des souvenirs très très précis et pourtant ça remonte à l'été 42. Eh bien, cette idée de mettre sur papier les pensées, le vécu, le ressenti de cette période, elle date de la fin des années 90. Donc, j'ai d'abord raconté des histoires à mes petits-enfants, Oui. en particulier pour leur montrer. Je racontais des histoires de loups, de chèvres, la chèvre et ses petits biquets, et puis ça m'est passé la tête. J'ai eu une image, j'ai pensé aux Allemands, quoi. Donc, parce que je pense beaucoup aux Allemands, à la barbarie allemande. Et je leur ai raconté une histoire où il y avait deux gentils Allemands. Et nous, avec mon frère et moi, on était cachés dans une maison. Et les Allemands s'étaient très bien conduits. Alors après, j'ai cherché dans ma tête à chaque semaine à leur raconter une nouvelle histoire. Et j'étais incapable de trouver d'autres épisodes où les Allemands avaient été corrects. Donc j'ai dit, Oui. il faut que je raconte. Alors cette histoire justement où les Allemands ont été gentils, vous êtes enfermé dans une petite maison en Bretagne et vous aviez pour consigne de ne surtout pas ouvrir la porte et c'est la première fois d'ailleurs, je pense, avec votre frère que vous découvrez les Allemands, c'est bien ça? Tout à fait. Moi, je les avais déjà découverts à Paris parce que nous sommes allés en Bretagne au milieu de 42, juste 2, 3 semaines avant la grande rafle du Veldiv. Donc, j'avais déjà côtoyé les Allemands dans Paris, l'époque où on dit que les Allemands étaient relativement corrects. Et même chez un coiffeur, il y avait un officier allemand qui m'avait pris dans ses bras parce que j'étais mignon, que j'étais un peu blond, quoi, à l'époque. Donc, voilà. Donc, j'avais côtoyé les Allemands dans Paris, je les ai vus défiler et ma foi, ils me faisaient pas trop peur, quoi. Alors, c'est le récit d'un petit garçon juif caché pendant la guerre dans la campagne bretonne. L'été 42, vos parents, en fait, vous disent que vous partez en vacances et comme vous partez avec quelqu'un que vous connaissez, vous n'êtes pas trop inquiet. Non, j'étais pas trop inquiet, je me posais quand même des questions. Mais confiance en ma mère, confiance en cette dame, Yvonne. Oui. Et en fait, ma mère m'a accompagné à la gare Montparnasse, où nous avons pris le train. Et sur le quai de la gare, elle me dit, bah, tu seras sage, Riri. Alors, vous arrivez en Bretagne, accompagné donc par Yvonne, et vous découvrez une petite maison isolée où vit Euphrasie, celle qui va vous servir de marraine et chez qui vous allez vivre avec votre frère André. Est-ce que vous avez le souvenir de la première fois que vous avez vu cette dame et de l'effet, parce que vous la décrivez physiquement? Oui, je la décris bien physiquement, je l'ai toujours dans ma tête. Et elle était sur le perron de sa petite maison. Il y avait mon frère derrière. Et puis, je regarde. Elle me dit, viens m'embrasser. J'avais pas trop envie. Je me posais quand même des questions, quoi. Et à un moment donné, j'ai demandé d'aller aux toilettes. On m'a accompagné dans le poulailler où il y avait ce qu'on appelle les WC à la turque, quoi. Et je m'étais pas mal débrouillé. Je suis revenu et le temps de revenir, la carriole qui m'avait accompagné, tout le monde était parti. Il me restait que ma vieille nourrice et puis mon frère d'ailleurs qui regardait, quoi. Et Alors, alors vous je vous dis, installez dans une maison modeste. Vous écrivez même que le pain était la nourriture principale et qu'il faisait froid aussi dans cette maison. oui, l'hiver il faisait froid, quoi. Bon, il y avait une cheminée qu'on allumait le soir, que j'allumais moi, donc je savais faire le feu. On savait, dans le feu, bah, qu'est-ce qu'on faisait cuire la soupe aux choux, quoi, si vous voulez. On cueillait les petites feuilles centrales des choux à vache, et puis on mettait éventuellement un bout de lard, de patates, et puis un verre de cidre. C'était le repas du soir, quoi. Alors cette dame qui vous reçoit, en fait, vous amène aussi. J'ai l'impression que les choses se font assez naturellement. C'est-à-dire que là, vous n'entendez pas parler de petits garçons juifs ou pas juifs. On vous baptise, c'est votre marraine et les choses se font assez naturellement. Vous n'avez pas véritablement la conscience de ce qui se passe véritablement. Non, pour deux raisons. La première raison, c'est que la maison où nous étions, elle était, mettons, à 1 kilomètre du centre du hameau, et le hameau était à 2 kilomètres du bourg de la commune. Donc on voyait pas grand monde, hein. On voyait pas grand monde. Quand on voyait une carriole avec un cheval une fois par jour, c'était déjà beaucoup, quoi. Donc, et la première année, je suis pas allé à l'école, donc je restais toujours avec ma nourrice. On allait voir les gens,
comment on appelle quand les gens décèdent. On a les... Oui, vous parlez d'ailleurs dans ce livre de veillée des morts, Oui. où là aussi, bon, la mort, vous saviez ce que c'était, la veillée, non, mais vous notez aussi des petits détails de bonheur, parce qu'on offrait, à l'occasion de la veillée des morts, des petites choses assez bonnes à déguster. Celui qui a souffert quand même de l'éloignement de vos parents, c'est votre frère André. Oui, tout à fait. Mais il était plus silencieux, il était moins. Moi, j'étais un petit garçon, je l'ai volontiers dans les bras, j'étais. On disait que j'avais la parole facile, que je répondais, quoi. Alors, Richard, il répond, quoi. Donc, je savais parler. J'ai su très vite parler aux adultes et être ami avec eux et puis et dialoguer. Mon frère aîné était beaucoup plus réservé et il souffrait, quoi. Je pense qu'il Euh, souffrait. oui. Et les voisins ne posaient pas de questions, Mais il y a même lorsque vous rendiez des visites, où c'est justement cette Euphrasie qui répondait à votre place. Ah bah c'est Euphrasé qui répondait. De toute façon, elle avait son petit-fils, le fils de sa fille qui était parisienne, avec elle. Donc ça faisait Trois petits Parisiens. trois petits Parisiens qui étaient là et les gens respectaient le silence. Je pense il y avait pas, on craignait pas les dénonciations, quoi. Alors, vous apprenez les travaux dans les champs, hein, vous êtes souvent dehors, récolte des fruits, moisson, et vous écrivez un moment, ça vous donnait l'envie d'être paysan. Un peu. J'aimais bien garder les vaches, quoi. J'aimais bien garder les vaches. C'était une occupation et donc je savais traire les vaches et les chèvres. Ça me plaisait, mais je savais bien au fond de moi que je ne serais pas paysan parce qu'un été, pendant les grandes vacances, puisque tu veux tellement être paysan, ma mère m'a dit tiens, je vais te placer dans une ferme pendant 2 mois, et j'ai refusé, quoi. Donc je savais que mon avenir n'était pas dans les fermes, quoi, quelque part aussi. Alors, vos relations avec le prêtre, le père Courgeon, Ouais, le père Conjean n'était pas parti, il était meunier, quoi. Donc il était meunier. oui. Oui, non, je confonds avec le prêtre aussi que Mais- vous rencontriez de temps en temps. il y avait le curé du village qui était un Oui. vieil homme gentil. Et puis, Tolérant aussi, je oui, suppose. Oui. tolérant. Et il y avait aussi ce qu'on appelle le vicaire, quoi. Le vicaire qui était un homme jeune, l'abbé Carré, il s'appelait. Il s'occupait un peu des enfants. Il nous accompagnait. J'allais un peu les jeudis après-midi faire les jeux qu'il organisait. Et bon, voilà. Donc j'allais au Patrocato et j'étais un enfant de l'école laïque, quoi. Alors, justement, bon, vous donnez aussi des descriptions du Noël, un repas frugal, mais quand même des cadeaux installés dans les sabots. Vous étiez un petit peu loin de cette guerre, de cette dernière guerre mondiale. Ouais, j'ai ressenti la guerre à la fin, quoi. D'abord, quelques mois, enfin, dans les mois qui ont précédé le débarquement en 44, et il y avait quand même quelques mouvements de résistance par-ci, par-là dont on parlait. Et je me souviens donc d'un gosse de l'école qui avait perdu son père, qui avait été fusillé ou tué, quoi, dans les combats de la résistance, quoi. Donc j'ai approché quand même un peu la guerre, quoi. Mais vous remarquez aussi que le débarquement, bon, pour vous, ça ne voulait pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, il faut dire qu'il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de journaux dans le petit village Non, Sud-Bretagne où vous non, étiez. Et il y avait la lettre hebdomadaire, alors ça m'a fait rire, du curé, et ça s'appelait La Cloche. mais tout à fait. Donc, je l'adorais. Donc le dimanche, Euphrasie, ma marraine, elle allait à la messe le dimanche matin et elle revenait avec quelques commissions et elle revenait avec la cloche du curé. Donc on s'empressait de prendre parce que c'était une page recto verso, on pouvait lire les nouvelles qui étaient décédées, enfin les grandes nouvelles locales, quoi. Alors, Euphrasie vous donne même, lorsque les Américains arrivent, des dépêches pour que vous puissiez avoir du chocolat. Et en fait, vous vous retrouvez avec des cigarettes. Et puis, un jour du printemps 45, parce que dans ce livre, vous mêlez à la fois votre famille, vos souvenirs, vos parents originaires de Pologne viennent vous chercher. Et en fait, vous ne reconnaissez pas véritablement votre père. Mon père, je le reconnaissais pas, mais je refusais, quoi. Enfin, je voulais rester quelque part. Ce petit livre, c'est un ensemble de séparations avec des retrouvailles. Et quelque part, j'aimais mes parents, j'aimais ma mère, quoi. J'aimais beaucoup ma mère et ma mère me manquait, etc. Mais ma nourrice, elle m'aimait aussi beaucoup, quoi. Et j'aimais bien poser ma tête sur ses genoux quand elle était assise. Et oui, alors, elle était à la fois sévère, d'ailleurs, à mon avis, plus sévère avec votre frère qu'avec vous, mais en même temps, elle vous donnait un peu de tendresse. Oui, elle me donnait la tendresse, quoi, c'est vrai.
Mais disons que j'étais pas. C'est pas une question d'être malin. J'étais plus indiscipliné, quoi. Donc quelque part plus libre. Donc j'étais plus petit, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Mon frère aîné, pas trop. Fallait qu'il fallait qu'il soit aux ordres, quoi. Un peu. Alors, vos parents, en fait, votre maman était brodeuse et votre papa tailleur. C'est ce qu'on appelle un mariage arrangé. Oui, tout à fait, quoi, tout à fait. Donc mon père avait été à Paris, mettons, 1928, et il était passé par la Belgique, et ma mère, qui n'était pas encore majeure, sa date de naissance avait été un peu trafiquée pour qu'elle puisse venir à Paris. Elle a fait Paris, Varsovie, Paris, et puis pour se marier, quoi. Donc elle avait été accueillie par son oncle. Mes parents, ma mère, elle avait déjà de la famille à Paris. Elle avait deux oncles à Paris, l'un était boulanger et l'autre tailleur aussi. Donc le mariage a été arrangé, donc elle s'est mariée. Elle s'est mariée dans la foulée, quoi. Et voilà, le couple ne marchait, était un peu bancal, quoi. Et d'ailleurs, elle décidera une chose qui était peu commune, en tout cas pas comme aujourd'hui, de divorcer. Et là, vous la retrouverez. Alors, vous découvrez véritablement le mot juif après la guerre, hein, Oui, dans un environnement scolaire. Et c'est là que vous prenez véritablement conscience de cette réaction, en fait. oui, mais les enfants, si vous voulez, pendant la guerre, j'ai jamais entendu le mot juif. J'ai jamais eu de manifestation antisémite pendant la guerre. Et après la guerre, quand ma mère nous a rejoints, ma mère, on disait, voilà, ta mère, c'est une étrangère, elle est juive, et en plus, elle va devenir amie avec un bon français, quoi. Donc ça plaisait pas, quoi. Donc ma mère avait des insultes, on l'appelait Youpine. Elle savait redresser les enfants qui l'agressaient. Et par contre-coup, ben, nous-mêmes, moi, mon frère aîné, c'est pareil à l'école. L'instituteur qui n'était pas très malin lui disait Varsovie vient au tableau, par exemple, des phrases. Oui, assassine. Et moi, à la sortie de l'école, il fallait que je sois le premier à sortir, que je prenais mes sabots sous le bras. Il fallait que je cours jusqu'à être le premier, tant que le jour où je me suis battu avec le chef des antisémites, alors après tout a été terminé, quoi. C'était l'époque où en Union soviétique, si vous voulez, il y avait le procès des médecins juifs, l'époque de Beria. Donc il y avait un problème d'antisémitisme en France lui-même, quoi. Et dans le pays, il y avait peut-être deux ou trois communistes qui montaient une sorte de cabale. C'est ce qui vous a amené ensuite à réagir. Oui, j'ai réagi, et puis surtout, j'ai eu ma cousine Annette, qui était violoniste. Elle est venue en 1948 passer un peu de vacances chez ma mère, et elle a commencé à raconter son parcours en hors du commun en Pologne, quoi, jusqu'à finir Ah. Majdanek. Enfin, elle a fait les camps, elle s'était sauvée, et elle a raconté l'horreur des camps, quoi. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose, quoi. J'ai senti que je ne pouvais pas échapper aux particularités et à l'antisémitisme, pas comme ça, quoi. Alors, votre nom, euh, Richard Sarten, n'a rien à voir avec la Corse. En fait, c'est un instituteur qui change votre nom. Non, c'est pas l'instituteur, C'est pas un instituteur? non, c'est mon père, lui, il était d'un certain côté héroïque, il avait franchi une démarcation, il a franchi les Pyrénées, il était en Espagne, il était dans les prisons espagnoles, et à un moment donné, Franco a libéré pas les Français, les étrangers des prisons espagnoles, et il a été au Maroc, et au Maroc, il était dans l'armée de libération qui va débarquer à Cavalère le 14 août, je crois. Et mon père est remonté, et puis après la libération, il a eu droit à la nationalité française. Donc il a francisé son nom. Et alors, mes parents, ils avaient donc un nom assez compliqué. Neuf, euh, neuf consonnes pour deux voyelles. Schwarzstein, je peux vous dire, C-H-W-A-R-S-Z-T-E-J-N. Donc deux voyelles pour neuf consonnes, c'était imprononçable. Donc ma mère, Oui, on disait la dame dont je n'arrive pas à prononcer le nom, quoi. oui. Et alors, donc il a francisé. Schwarzstein. Schwarzstein est devenu progressivement à l'usage, c'était Schwastin, et puis Schwasten. Donc Sartène n'est pas très loin de Schwasten. Alors qu'il avait choisi ce nom, Sartène, le Corse. Le Corse. Alors, dans ce livre, Une enfance entre guerre et paix, il y a aussi, je pense que vous vous intéressez au sport. En tout cas, vous restituez le passage du Tour de France en 1848. L'île Juste,
Comment? 1900. Oui, 1900, j'ai dit quoi? J'ai dit Oui. 1800? Mais c'est à force de parler de Napoléon, ça doit être ça. Un sport très populaire, Oui, déjà à l'époque. oui, la bicyclette est un sport populaire qui était pratiqué par les fils de paysans, les artisans. Et quand le Tour de France passait, c'était l'union sacrée dans le village. Le curé, l'instituteur, tout le monde venait au bord de la route, les bonnes sortes. Il n'y a pas de souci. Donc le vélo, et en particulier le Tour de France, c'était le sport par excellence que tout le monde aimait, quoi. Et on suivait parce que les Français et moi aussi, on était un peu nationalistes et on voulait que l'équipe de France, on voulait que les Robic, Bobet gagnent, quoi. Donc on suivait tous les jours à la radio Georges Briquet, ses émissions sur le passage du Tour de France. Voilà. Donc on était calibré pour le sport, quoi. Autre idole à cette époque, c'était Marcel Cerdan. Oui, Marcel Cerdan. Donc Marcel Cerdan, on le connaissait, puis la presse parlait beaucoup de lui, parlait d'Édith Piaf. Et puis on avait suivi à la radio, je crois, vers 6 heures du matin, en direct, son combat contre l'Américain Tony Zale. Donc on a été contents, on était heureux, follement heureux de voir que Marcel Cerdan était devenu champion du monde. C'est un peu comme si la France prenait sa revanche de la guerre. Autre sport aussi, et je pense que depuis les choses ont bien changé, c'est le football. Ah oui, bah, le football a énormément changé parce que, comme je le raconte, j'ai passé le concours des bourses. Je me suis retrouvé avec une bourse d'internat à Nantes. Et à Nantes, il y avait le football club de Nantes, le stade Malakoff. Donc on allait régulièrement le dimanche, une fois tous les 15 jours, voir le football club de Nantes jouer à Malakoff. C'était un très grand plaisir avec la balade. Et voilà, on cherchait une chose, c'est les journaux. Et puis, quand je suis revenu à Paris, la première chose que j'ai fait avec mon frère, c'est d'aller au Parc des Princes, quoi, où on a vu un certain Racing Roubaix, quoi. Alors justement, l'ambiance, le public et les joueurs se tenaient différemment. Oui, bah, le public, c'était un public populaire de gens. C'était pas des cadres, il n'y avait pas des loges, il n'y avait pas tout ce cirque que vous avez à l'heure actuelle. C'était pas un monde de privilégiés, c'était le sport populaire avec un public populaire, quoi. Donc les choses ont nettement changé. Les spectateurs étaient amoureux du football, connaissaient les règles. Donc il y avait pas de socios, quoi, en France. C'était naturel, quoi. On partait de chez soi, on prenait le métro, on allait au parc. Pas besoin de louer 3 mois à l'avance ses billets. Alors, vous parliez tout à l'heure du concours des bourses, ce passage en sixième, et là, vous avez un énorme trac. Oui, ben, je crois bien que c'est dans C'est ma le plus vie. gros que vous ayez eu? Oui. Oui. Et vous Oui, l'expliquez comment? ben, je sais pas. On m'avait énormément responsabilisé. J'avais pas suivi de préparation spéciale. Oui, Marcel Pagnol, il a vécu la même chose, mais son père était Oui. instituteur et il le faisait répéter tous les jours pour qu'il puisse obtenir cette bourse. Moi, j'étais à l'école, donc je suivais mon petit chemin mon petit chemin et je travaillais. Bon, c'est pas que j'étais intelligent, mais je me débrouillais très bien à l'école et je suis allé à Nantes. On a dormi dans le collège où était mon frère. C'est l'infirmière qui nous aimait bien, qui nous a hébergés la nuit. Et après, je suis allé dans le concours d'examen. La panique, la peur m'a prise et j'ai vomi tout ce que j'avais à vomir. Puis je suis rentré dans la classe et puis quand on a donné la dictée, ça allait très bien, quoi. Zéro faute. Alors, avec, à l'époque, au collège, une discipline de fer. Ah oui, discipline de fer, fallait se Là lever. aussi, les choses ont bien changé. Ah oui, ben maintenant, je sais pas comment ça se passe, mais là, il fallait se lever à 6 heures du matin, faire une séance de dérouillage, une demi-heure, trois quarts d'heure autour de la cour par grand froid. On passait après dans les lavabos, qui n'étaient pas individuels, c'était comme au service militaire, hein. Des lavabos, il fallait faire son lit. Après, on allait dans la salle de chaussures, mettre ses chaussures, il fallait qu'elles soient cirées. On passait après dans la salle d'études pour ses cahiers, ses affaires, pour aller prendre son petit déjeuner. Et après, on retrouvait les externes qui venaient nous rejoindre dans la cour. Alors, dans votre livre, il y a un passage être juif à Montparnasse, puisqu'il y aura le retour à Paris. Et j'aimerais que vous nous en disiez plus. Vous avez adhéré au mouvement La Jeune Garde. Oui, en 1952, l'été, ben, écoutez, à Paris, ma mère nous avait inscrits dans une colonie de vacances qui était financée par le Fonds de solidarité juive. Et je me suis retrouvé à Berck-Plage, et d'autres petits juifs, comme on dit. Et il y avait quelques enfants qui faisaient partie d'un mouvement sioniste, la Shomer Hatzair. Et j'ai retrouvé une solidarité, j'ai retrouvé une autre culture, quoi, les chants, les danses, choses que je ne connaissais pas du tout.
Et puis au mois d'octobre, j'ai adhéré, j'étais pas vieux, hein, j'avais pas 14 ans. J'ai adhéré, ça me plaisait d'être avec d'autres enfants, de parler, de discuter, c'était l'histoire d'Israël, tout ça, donc ça me plaisait, quoi. Donc je suis resté quelque temps, jusqu'au moment où on m'a dit qu'il fallait peut-être que j'approuve ce qui se faisait en Israël et que je sois candidat à un éventuel ouais, voyage là-bas, quoi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai quitté. Je supportais pas la discipline. Non? Et ça a été comme ça toute votre vie? Oui, tout le temps. Euh, Quel chemin, parce qu'on parlait, bon, tout petit, d'aimer cet environnement de, de la campagne, vous mène jusqu'à la médecine? Bah, si vous voulez, j'étais formaté avec la culture de petit Parisien dans les 3 4 ans, 3 ans. Après, j'ai accepté la culture campagnarde, rustique, avec les travaux des champs. Donc, j'étais devenu, comme on dit, un petit paysan. Et en même temps, j'aimais la religion, j'aimais le catéchisme. Moi, je suis allé au catéchisme, j'étais Ah oui, enfant vous de avez été cœur. enfant de cœur, oui. Oui, j'étais enfant de cœur. Donc, j'ai même à me laisser faire ça. Donc, je suis devenu un bon petit chrétien. Et après, quand ma cousine nous a expliqué un peu ce que c'était les camps, et puis quand je suis allé dans cette colonie de vacances, j'ai retrouvé un peu une certaine judéité. Et j'ai retrouvé une certaine judéité. Et je suis même allé à 60 ans, j'ai appris le yiddish, quoi, pour dire que j'ai continué. Voilà, et la médecine, on parlait tout à l'heure de sport, vous êtes quand même spécialisé aussi dans la médecine sportive et celle Oui, du sommeil. oui, oui. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard sur ce chemin choisi. Non, c'est ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, c'est ce que j'avais fait comme enfant. Donc, je le disais tout à l'heure, je suis un peu fabriqué avec des strates, le strate de la petite vie parisienne, le strate de la vie de campagne, et après le strate de Montparnasse, hein, qui sont des époques différentes, mais avec des comportements tout à fait différents. Et professionnellement, donc j'ai bien travaillé, j'ai fait des sciences, j'ai fait maths sup, maths spé, école d'ingénieur, j'ai fait doctorat en physique, et après j'ai fait médecine. À 35 ans, j'ai entamé des études de médecine, donc j'ai changé de culture, de comportement, de centre d'intérêt, tout en gardant ce que j'avais appris précédemment. Donc, quand j'ai fait de la médecine, j'ai fait de la recherche. La recherche en utilisant mes compétences scientifiques. Et je continue maintenant, pareil. Maintenant, je fais de la médecine libérale, mais et de la médecine sportive, mais avec toujours un arrière-plan médical et arrière-plan scientifique. Eh bien, docteur Richard Sartène, merci de nous avoir rejoints dans l'émission Story. Je rappelle le titre de ce livre, Une enfance entre guerre et paix, aux éditions du Net. Et puis j'en profite pour remercier Pablo et Alex qui étaient à la technique. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir, madame.